Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite présentation de Village of Legends et de son extension The Reaper's End, qui est en fait une extension qui va apporter un mode vraiment important au jeu. Car Village of Legends, c'est un deck building super classique, on va dire. Enfin, on peut aller taper sur des monstres, récupérer du matériel et taper sur ses adversaires, mais il utilise les mécaniques classiques de deck building, avec ses petites particularités. Et le truc qui m'a intéressé dans ce jeu-là, c'était ce mode aventure. J'ai surtout connu le jeu quand j'ai connu le mode aventure. Donc je vais vous présenter un peu comment il fonctionne, ce mode aventure. Le jeu de base, c'est un jeu compétitif, en mode joueur contre joueur. On va pouvoir taper du monstre, on va pouvoir... donc les monstres d'ailleurs sont ici, ils sont pas utilisés dans le mode... Enfin en principe, ils sont pas utilisés dans le mode aventure. Ces cartes-là en tout cas, hein. Mais on va rencontrer les mêmes monstres. Voilà, vous voyez un peu le style de dessin. Alors j'ai des sleeves, donc forcément, ça se reflète. C'est pas le top pour le montrer. Mais le trait artistique est plutôt sympa, j'aime bien. J'aime beaucoup ce style-là. On est un peu sur du Dungeon Degenerates, en moins psychédélique et en moins punk, ce qui est pas pour me déplaire. J'aime bien. Comment va se dérouler donc du coup un deck building auquel on va vouloir mettre un mode aventure. Il y en a quand même beaucoup qui ont fait des essais, on en a vu plusieurs, parfois ça marche moins bien. Et là, en fait, à quoi on va avoir affaire? On va avoir affaire à un livre d'aventure. Façon livre dont vous êtes le héros. Donc avec un début, avec des chapitres partout. Mais le truc intéressant, c'est que donc ça va être sur le principe d'un livre dont vous êtes le héros, avec des chapitres, auxquels on va pouvoir aller. On va se retrouver avec des chapitres dans lesquels on a un choix. On pourrait dire, un peu comme si on était dans un monde ouvert. C'est-à-dire que souvent, on a beaucoup de choix dans les chapitres. Je vais vous faire voir des endroits où on peut se retrouver dans une ville ou dans un endroit, et on va vous dire, où est-ce que vous voulez aller? C'est plutôt large. Vous voyez, ici, par exemple, à la capitale, on a tous ces choix-là, tac, 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 pour autant de chapitres. Et on va pouvoir déambuler comme ça dans la capitale. Après avoir fait un chapitre, on reviendra dans la capitale, puis on pourra choisir une autre destination. Ou alors on pourra investiguer plus loin sur ce qu'on fait, et on va commencer à partir, on quittera la capitale. Plein de choses peuvent nous arriver. Et en fait, ce qui va se passer, grosso modo dans le jeu, vous allez avoir comme ça des séquences de livres dont vous êtes le héros, et des séquences où vous allez avoir des tours de jeu avec la mécanique de deck building. Ce qui est intéressant, c'est que cette mécanique de deck building, elle va arriver à plusieurs moments. Donc évidemment, il y a des rencontres qui vont se dérouler en plusieurs étapes d'ailleurs, on va appeler ça des aventures, et qui vont nécessiter des cartes aventures qui sont ici, qui sont numérotées, qui ont tout un numéro, donc ça va de 0 à 55. Et quand on aura ce genre de rencontre, en fait le scénario, le chapitre nous dira, préparez le deck d'aventure, on va piocher les cartes, donc comme si je l'avais fait ici par exemple, on les mélangera, et on va commencer notre rencontre avec la première carte du paquet aventure. On la retournera, et puis il va se passer différentes choses. Donc c'est la principale façon de rencontrer des monstres, ça va être celle-là, enfin des ennemis ou des choses comme ça. Et donc là, on aura notre mécanique de deck building qui va arriver, et je vais y revenir après pour les combats. Autre chose, on peut très bien avoir en ville, on est chez un artisan, chez un alchimiste, chez un forgeron, et puis on va nous dire, vous pouvez échanger de votre deck tel type de carte pour obtenir telle autre carte, ou tels ingrédients, ou une arme, ou peu importe. Et donc là, à ce moment-là, on ne sera pas dans du deck building directement, mais on ira chercher dans son deck la carte qu'il faut, et puis on pourra faire notre affaire, et ensuite mélanger son deck. On aura une partie de préparation du deck qui va être incorporée dans l'aventure, et c'est assez sympa. Mais on pourra aussi avoir des événements où on nous dira, vous composez une sorte de marché, parce que la rencontre que vous faites, parce que le moment où vous le faites, ça va donner lieu à ça. Vous prenez par exemple 2 potions, un parchemin, machin, et chaque joueur, en commençant par celui qui est le plus intelligent par exemple, a un tour de jeu pour acheter les cartes en question. Et là, on fera comme un deck building, c'est-à-dire qu'on piochera nos cartes pour avoir les 5 cartes en main. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis avec les cartes qui nous permettent d'acheter éventuellement, on pourra faire nos emplettes. On aura un tour, donc on fera notre tour, on récupère des cartes éventuellement ou pas, selon ce qu'on a tiré,
et la mécanique de deck building sera à nouveau utilisée à ce moment-là. Donc cette mécanique de deck building, vous l'aurez, elle est utilisée de façon assez sympathique et thématique à plusieurs moments. À savoir que, par exemple, dans les aventures, on aura des monstres, des rencontres de monstres, mais on pourra aussi avoir des cartes qui ne sont pas des monstres, mais qui vont vous dire, bah, vous avez une torche, mais elle s'éteint, et soit vous dépensez un tour, enfin à n'importe quel moment, vous pourrez passer votre tour, donc dans la mécanique de deck building, pour la rallumer, mais ça veut dire que vous défaussez toutes vos cartes, vous en repiochez 5, et à ce moment-là, la torche se rallume. Ou alors, bah, tant que vous ne l'aurez pas rallumé, vous aurez votre main de carte est réduite à 3, parce qu'on voit moins dans le noir et donc on fait moins d'actions. Et en plus de ça, les monstres ont plus en attaque. Donc voilà, il y a plein de petites mécaniques qui vont venir comme ça, qui seront apportées par les chapitres ou les cartes aventures ou des choses comme ça, qui rendent le jeu finalement super intéressant, super surprenant, parfois punitif. Donc faut faire attention, ça peut être frustrant. Au long de l'aventure de tomber. Je viens de le vivre il y a très peu de temps, hein, là au moment où je fais la vidéo. Parce qu'on peut se retrouver face à des ennemis, c'est pas qu'ils soient très forts en termes de points de vie haute, mais qui vous font vraiment, en fonction de ce que vous avez dans votre deck, et du moment où vous avez fait cette rencontre, qui peuvent arriver au mauvais moment, en fait. C'est-à-dire que vous êtes faible en points de vie, vous avez peu de cartes dans votre deck, et ces ennemis vous font supprimer des cartes, l'aventure vous fait supprimer des cartes, l'ennemi vous fait défausser des cartes, ce qui fait que c'est très dur de lutter, et on sent presque le truc impossible, sauf un grand coup de chance. Sachant que si on perd un héros dans l'aventure, c'est les héros qui restent en jeu qui continuent l'aventure. Le héros qui a perdu, il sort de la quête. Donc voilà, ça peut être aussi punitif, mais il a un côté, ce jeu, qui fait qu'on a toujours des surprises par l'aventure et par les cartes qui nous sortent. En termes de mécanique, qui le différencie un peu des autres. Donc c'est un mode aventure, donc ici vous voyez qu'on a des fiches de personnages. Ces fiches de personnages, en bas vous avez le compteur de points de vie, donc qui va être différent. Ici j'ai un clerc, ici j'ai une barbare, qui va être différent en fonction des personnages. Le clerc il commence à 35 points de vie, la barbare à 45. Au début du jeu, on a un deck qui est composé de 2 bâtons, 2 bâtons comme ça, et de 8 cartes qui représentent des pièces, des petites pièces. Et c'est avec ça qu'on commence l'aventure. Parce que les 2 bâtons sont les armes qui nous permettent de faire des attaques, et les pièces d'acheter, ou de récupérer du loot. Il y a aussi des mini-cartes comme ça, d'ailleurs au début du jeu d'aventure, on a une carte punch, le coup de poing, qui nous permet de faire une attaque même quand on n'a pas d'arme. Donc ce qui peut être assez intéressant, contre les ennemis qui n'ont pas de défense, évidemment. Et puis on a plein d'autres cartes comme ça, on a des cartes comme ça qui ont des petites lettres, et le jeu va servir de ces mini-cartes avec des lettres pour savoir si vous avez tel ou tel objet important de l'histoire, et ce qui va vous conditionner certains chapitres. Et là, le truc qui est assez sympa, et qui fait qu'on est un peu dans un monde ouvert, c'est que parfois on va se retrouver dans des lieux où on va nous parler d'une quête, et puis on est au courant de rien, et on va nous donner un objet de cette quête, on va le récupérer, et puis on va se dire, ok, cette quête existe, donc parfois, en fonction des chapitres, on pourrait se dire, ah tiens, mais est-ce que ça n'a pas un rapport avec la quête dont on a entendu parler? Donc on a un objet, et on va pouvoir s'orienter comme ça, un peu comme si on déambulait, si on découvrait le monde qui nous entoure. Et ça, je trouve ça assez sympa, parce qu'on n'est vraiment pas dirigé dans le jeu. Je trouve que l'histoire, c'est simple, et je ne vais pas vous spoiler, mais l'histoire commence, on est en train de chasser, et il y a un truc qui tombe du ciel, c'est un pigeon qui s'est fait tuer, et ce pigeon porte un message, et c'est un message d'alerte pour indiquer au roi ou au village proche que des monstres sont en train d'attaquer, et qu'il faut vite prévenir le roi ou la capitale. Et juste après, on se fait un peu épingler par un groupe d'hommes, mais qui nous laisse tranquilles finalement, parce qu'ils retrouvent le pigeon et le message, et on part de là. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment aucune information de plus que ça. On est au milieu de cette pagaille qui va commencer à émerger un peu du jeu, et voilà, on est lâché là-dedans et on se débrouille. Et ça, c'est quand même assez rare dans les jeux, qui nous prennent quand même souvent par la main, parce que c'est pas tout le temps évident de se diriger vers une quête précise, quand on n'a pas de repères, on sait pas quoi faire, on sait pas où aller. Et là, ils nous laissent complètement dire, voilà, t'es au milieu de ce monde-là, débrouille-toi, va où tu veux, et tu verras bien ce qui t'arrive. Donc c'est pour ça aussi qu'il peut être assez punitif, parce qu'à la manière d'un
non, je dirais pas comme dans un Elder Scroll, où on est quand même... Le jeu se met au niveau du joueur, mais plus les jeux à la gothique en jeu vidéo, où on pouvait, ou même le dernier, Elden Ring et autres, où on peut aller n'importe où, mais on peut se faire baffer rapidement. Donc là, ça peut arriver aussi qu'on se retrouve dans des chemins qu'on va prendre et on va tomber contre des rencontres qui seront un peu balèzes pour nous. Et le truc là, c'est qu'on prend pas de sauvegarde et et on périt lamentablement. Et il faudra s'en souvenir pour la prochaine fois que certains passages nécessitent d'être assez forts ou mieux équipés pour les passer. Donc voilà, ça c'est peut-être le petit bémol du jeu, je sais pas, ça peut être un plus comme un moins. On a aussi des petites cartes avec de nourriture qu'on pourra récupérer. Donc les cartes de nourriture, quand elles sont affichées devant nous, on peut les récupérer, on n'a pas besoin de payer. Et sur vos personnages, oui, parce que je parlais des personnages, vous avez aussi tout autour du personnage, alors ce qui est bien, c'est que les cadrans des personnages sont complètement différents en design. Ça, c'est celui du clair, donc vous avez sa piste d'expérience qui se trouve ici. Ça va jusqu'ici, niveau 2, hop, jusqu'ici, niveau 3. Et celle de la barbare est encore un peu différente, parce qu'elle fait toute une arche au-dessus, avec le niveau 2 et niveau 3, et ce n'est pas au même moment. Donc on a un petit jeton qui nous marque les points d'expérience dessus, et le petit cube rouge qui nous indique nos points de vie en bas. Sur les cartes sont indiquées l'intelligence du personnage, donc le clair il a 6, la barbare elle a 1. L'importance de l'intelligence, c'est pour lancer des sorts et pour lire des parchemins. La barbare ne peut pas lire de parchemins car son niveau de départ est 1, et il faut avoir un minimum de 2 pour lire des parchemins. Donc la barbare n'ira jamais prendre de parchemins dans du loot, elle n'y a aucun intérêt. Par contre, le clair pourra éventuellement lancer des sorts, puisque sur les sorts, vous avez un coût qui est indiqué ici en bas à gauche, d'intelligence, qui va donc vous prendre de l'intelligence pour faire le sort. D'ailleurs, en parlant de ça, sur le plateau ici, il va y avoir différents tas de cartes. Ici, avec la porte comme ça, c'est le deck d'aventure. Ici, donc elles ont toutes le même dos, parce qu'en plus elles sont slivées, mais de toute façon elles ont le même dos, mais elles sont réparties différemment. Ici on va avoir des bières, on va avoir des cartes bières, qui sont vraiment de la bière, d'accord, qui vont avoir différents effets. Ici ça redonne un point de vie, ça fait baisser de 1 l'intelligence. Et en plus de ça, par exemple, la barbare, quand elle a bu une bière, elle passe en mode berserk, et elle gagne plus 2 sur les armes, sur chaque attaque, pour un certain nombre de tours. Et d'ailleurs, sur le plateau, il y a des compteurs pour les tours des berserkers. Ensuite, vous avez des parchemins, donc qui auront différents effets. On peut repiocher une carte, se concentrer, gagner de l'intelligence pour lancer plus de sorts. Vous aurez les sorts, donc, il y a un gros paquet de sorts. Alors, les cartes sont différenciées avec la couleur et la façon dont c'est présenté. Donc, il y a pas mal de sorts. Des potions de soins, des potions d'antidote, des potions d'invisibilité. Et d'ailleurs, c'est assez thématique aussi. Vous allez voir la potion d'invisibilité, si j'y pense, quand on fera le combat, je vais vous en reparler, parce que c'est assez sympa. Et enfin, des nuggets, alors ce qu'on appelle des nuggets, ce que j'appelle moi des pépites, et qui vont vous donner, en fait, qui vont être des cartes or plus fortes que celles qu'on a de base. Qui vont être des plus 30 au lieu de plus 10. Donc en plus des cartes nourriture. On a également un gros deck de cartes comme ça, donc c'est le deck qui sert principalement quand on joue en PvP, mais là on s'en sert aussi. Et dessus on va retrouver des armes, des coffres, du loot quoi. Et le loot on va en récupérer donc soit parce que dans le chapitre on tombe sur une cache, on tombe sur un marchand ou autre, mais on va le récupérer principalement avec les monstres qu'on va éliminer. Donc je vais vous parler du combat en même temps que ça. Donc ici, pour terminer avec la fiche de personnage, on va passer des niveaux d'expérience. Et ces niveaux d'expérience sont indiqués sur la fiche de personnage. Donc déjà, il y a une capacité spéciale des personnages pour la barbare, c'est par exemple plus 2 avec les armes lourdes. Et le clair, plus 1 avec les masses et les marteaux. C'est thématique. En niveau 2, mon clair, il se régénère de 2 points de vie à chaque tour. Donc à chaque fois qu'il va s'activer. Ma barbare, elle va gagner plus 1 sur toutes les armes et elle sera Swordmaster. Donc Swordmaster, je crois que ça me permet... je crois que de base, quand on a des armes lourdes, on ne peut utiliser que l'arme lourde. Par contre, le Swordmaster peut utiliser d'autres armes en plus des armes lourdes.
Et en niveau 3, le clerc gagne plus 1 en défense et gagne une carte de plus tirée du deck. Donc au lieu de 5, ce sera 6. Et la barbare, elle a une carte en plus, donc 6 cartes aussi. Mais ce qui est cool, donc ça c'est aussi les restes de ce qu'il y a pour le mode joueur contre joueur. Mais en mode aventure, vous avez aussi des feuilles de personnages. Parce que l'aventure ne va pas s'arrêter si rapidement. Et les feuilles de personnages, à quoi elles vont servir? Justement, quand vous atteignez le 3e niveau, vous pouvez décider, à n'importe quel moment, de faire un reset de votre marqueur, qui serait par exemple à fond là, le remettre à 0, et de gagner un bonus permanent sur votre fiche de personnage. Donc ça va être une carte en plus de différents types, ça peut être un trésor en plus, une défense en plus, une bière en plus, une potion, un bâton, un sort, une arme, ou un bonus sur certaines armes, donc plus 1 sur les épées, plus 1 sur les haches, plus 1 sur les marteaux, et ainsi de suite. Mais pas que. Je peux aussi décider de faire de la progression dans une compétence avancée, et pour ça il y a 2 niveaux, c'est-à-dire qu'on va faire 2 fois le tour on va faire 2 fois le tour du cadran, on va dire, d'expérience. Et quand on aura appris le 2e tour, on va pouvoir avoir une compétence avancée. Donc ça veut dire qu'on a fait 2 fois le tour du cadran d'expérience, sans rien faire d'autre, sans rien prendre d'autre. Et là, on aura donc d'autres bonus qui vont être, par exemple, on pourra se cacher, on pourra se soigner. Voilà, des compétences supplémentaires sur notre personnage. On peut ensuite noter quand on arrête la partie, ou quand on fait une pause dans la partie, ce qu'on a dans notre deck, et ainsi de suite. Alors, pourquoi c'est important, et notamment les suppléments de cartes où on a plus une arme et autres, c'est qu'il y a certains moments dans la partie, on va vous dire, faites vos paquets. C'est-à-dire que votre deck, il a grossi parce qu'il a grossi un petit peu, il grossit pas de manière énorme, mais il grossit plus que les 10 cartes de départ. Et à un moment, on va vous dire, faites vos bagages, et quand vous faites vos bagages, vous devez avoir une règle, c'est, il y a 8 cartes qui sont de l'or, ou des nuggets, donc voilà, de l'or ou des coffres, ou tout ce qui concerne de l'or. Donc il y a 8 cartes qui vont permettre de faire des achats, et 2 cartes qui sont pour autre chose. Ça peut être des potions, ça peut être des armes, ça peut être des choses comme ça. Mais sachant qu'il n'y a qu'avec les armes qu'on peut faire des dégâts, c'est intéressant parfois, ou ça peut être des sorts pour un magicien. Et avec les bonus qu'on va obtenir grâce à l'expérience, on va pouvoir rajouter des cartes supplémentaires. Donc par exemple, moi, mes personnages, j'étais arrivé, avant de mourir dans d'atroces souffrances, à avoir plus une arme, pour le clerc par exemple, et plus 1 en attaque avec une épée, avec les épées. Donc plus une carte d'arme, ça veut dire, je prenais mes 8 cartes qui correspondaient à de l'or, quand je faisais mon sac, j'avais les 8 cartes qui faisaient de l'or, 2 cartes, donc ça peut être 2 armes, ou ça peut être un mélange de tout, plus une arme, donc j'avais 11 cartes dans mon deck de départ, au lieu de 10. Et sachant que ça veut dire que j'aurais pu avoir 3 armes en démarrant ce truc. Donc ça permet au jeu cette mécanique de faire ses paquets, et c'est le scénario qui vous le dit à certains moments, de pas avoir un deck qui est énorme comme ça à la fin du scénario, donc de le vider et de le raccourcir de façon systématique, d'utiliser, donc de vous demander de faire des choix aussi à un moment donné, et donc c'est assez cool, ça marche plutôt bien, et j'ai pas vu de problème par rapport à ça. Sauf qu'évidemment, quand vous faites votre sac, et que vous repartez, vous avez un deck qui est super réduit, et qui a pas beaucoup d'armes forcément. Et selon les rencontres que vous allez faire ensuite, et ce que vous allez avoir comme loot, et les rencontres, l'ordre peut être vraiment différent d'une partie à une autre, eh bien vous allez peut-être vous retrouver sur des combats qui seront plus durs parce que justement vous êtes très court au niveau de votre deck. Donc ça peut poser problème parfois, selon les adversaires qu'on va rencontrer. Donc ça c'était pour l'expérience, les fiches de personnages. Les combats, comment ils vont se dérouler dans le jeu, donc quand on va avoir une aventure, donc une rencontre avec des cartes qui vont arriver comme ça, on va donc les mélanger, ces cartes-là, je vais pas mettre celle-là, ça sert à rien. Et puis je vais tirer, je vais pas prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Admettons que la première qu'on a, c'est celle-là. La première qu'on va avoir dans notre aventure, c'est une carte monstre, voilà. Dessus, il y a un niveau d'XP. Donc ça, ce sera l'XP que tous les aventuriers vont gagner si on passe la carte aventure. Et ensuite, en bas, il y a marqué comment est-ce qu'on compose les monstres de la rencontre. Donc ici, il y a marqué qu'il y en a un loup mort-vivant, et il y a combien il y a de loups par rapport au nombre de joueurs. Donc là, par exemple, ils disent un loup pour 2 joueurs. Donc que je sois 1 ou 2 joueurs, je vais mettre un loup mort-vivant. Donc je le prends
de ma réserve ici, où j'ai tout un tas de cartes, et je place mon loup mort-vivant en face de celui qui aurait, par exemple, si c'était mon barbare, qui aurait le jeton premier joueur. D'accord, le premier joueur se décidait avant qu'on pioche la première carte monstre. Ensuite, il y a marqué un brigand / un aventurier. Donc ça veut dire que pour chaque aventurier, il y aura un brigand. Donc je prends les brigands. Là, mon barbare a déjà quelqu'un devant lui, donc ça va être à mon clerc. Et je pioche le deuxième brigand que je vais mettre cette fois-ci à nouveau à mon barbare. D'accord, je vais alterner comme ça pour distribuer. Et là, le truc qui est marrant, c'est que le loup mort-vivant, il a le mot-clé mount, donc c'est une monture, et ça veut dire que lui, le brigand, il va venir sur le loup. Et le loup va lui donner un bonus pour son attaque, un bonus de +2. Donc voilà comment se fait la répartition des monstres quand on fait une rencontre, et quand on tire une carte où il y a des monstres dessus. Ensuite, on commence et on fait l'activation du joueur qui a le marqueur First Player. Donc évidemment, quand on a commencé la rencontre, chaque joueur va tirer son deck de 5 cartes, après l'avoir mélangé. Ce serait pareil pour le clerc. Hein. Et on va commencer par faire attaquer les monstres. Donc les monstres, quand ils attaquent, qu'est-ce qu'ils font? On prend les valeurs qu'il y a sur leur carte. Donc je vais rapprocher un petit peu. Et on va dire, bah voilà, là, son attaque avec lui, c'est 1 dé, et lui, il lui donne un bonus de +2. Et s'il était tout seul, il ferait 1 dé +2 aussi. Donc ça veut dire qu'il va lancer 1 dé 6, +2, donc si je fais 3, ça fait 3 + 2, 5. Et on regarde si ma barbare, elle a par exemple une défense, un bouclier, une armure, ou quoi que ce soit. Si jamais elle avait une défense, donc ce qui est le cas, si jamais j'avais une défense, j'en ai pas, si j'aurais pu en plus, j'avais une armure comme ça, qui me fait un +3 en défense, à ce moment-là, tous les dégâts, ils partiraient sur l'armure. Si on atteignait le niveau de défense ou plus, c'est-à-dire si c'était 3 ou plus en dégâts, ce qui est le cas ici d'ailleurs, je crois, à ce moment-là, l'armure nous protège complètement, on ne prend pas de dégâts, et on défausse la carte. Si jamais il n'y avait que 1 ou 2 dégâts, on ne prenait pas de dégâts, mais l'armure restait en place. D'accord? Et on ne compte pas de dégâts sur l'armure. Sauf si, évidemment, les dégâts étaient faits avec l'armure lourde, à ce moment-là, l'armure, elle passe, et le reste des dégâts partirait sur le personnage. Voilà. Donc vous avez plein de petits trucs comme ça, c'est plein de petites règles très bien pour rendre un peu thématique tout ce qui est utilisation des cartes. Une fois que l'ennemi a fait son attaque, c'est à moi, j'utilise mes cartes comme on ferait dans un deck building. Donc le truc c'est que mon or ne me sert pas à attaquer, hein. Donc je vais prendre uniquement les armes, et à chaque fois je peux jouer une carte arme pour faire ce qui est marqué. Donc ici c'est 1D + 1, et éventuellement si j'avais d'autres bonus je les appliquerais. Je le fais, 4 + 1, 5, je regarde s'il n'y a pas de défense, s'il n'y en a pas, sinon je la diminuerai. Et puis après j'applique les dégâts. Donc quand il y a plusieurs ennemis, on choisit l'ennemi qu'on va taper en premier, parce que les dégâts qui vont être en supplément vont partir sur les autres ennemis. Donc là, si je commençais à taper le loup, par exemple, en lui faisant les 5 dégâts, j'éliminerais le loup. Et en fait, quand le mec qui est sur la monture tombe, il serait tué automatiquement, ou du moins il perdrait un certain nombre de dégâts. Mais admettons qu'on ait 2 ennemis comme ça, je pourrais dire, bah voilà, je fais 4 dégâts, ou 5 dégâts, les 2 premiers vont là-dessus, le 3e il va là-dessus, et ça s'arrêterait là. Donc les 2 seraient éliminés. Si mon arme était une arme lourde, c'est-à-dire l'arme que j'ai utilisée, une arme lourde, celle qui a une enclume, les dégâts supplémentaires pourraient être aussi reportés sur la zone d'un autre personnage. D'accord? Là, ce n'est pas le cas, c'est pas une arme lourde. Si jamais, donc eux, ils seraient morts. Et au dos des cartes, vous avez le loot qu'on va pouvoir trouver sur eux. Donc là, il est marqué qu'il n'y a rien sur le loup, parce qu'il ne porte rien dans ses poches, le loup. Et par contre, sur le brigand, il y a une carte. Donc là, quand il y a marqué une carte, c'est une carte du deck principal. Donc par exemple, il y a une Broadsword. Et une carte food, donc une carte nourriture, qu'on va mélanger les cartes nourriture, puis on en prend une et on la met ici. Il y a aussi de l'XP sur les cartes ici, donc ce qui nous permet de gagner de l'XP pour le personnage qui a éliminé ces monstres-là. Si jamais mon héros n'avait pas de monstre devant lui, il pourra lui aussi aller taper les monstres qui sont dans la zone de quelqu'un d'autre. D'accord ? De la même manière que quand j'ai des cartes de loot ici, bah, je peux en profiter, si j'avais assez de moyens, pour essayer de récupérer l'épée en la payant. C'est-à-dire qu'en fait, là, on récupère cette mécanique, ce côté mécanique du deck building pour dire, le loot, pour le récupérer, il faut que j'ai des cartes qui vont permettre de le récupérer. Donc ici, il faudrait que là, j'ai 10
plus 30, 40, et là, 40, je lance un dé pour le coffre, x 10. Ouais, 40 et 10, ça fait 50, j'ai pas assez pour prendre l'épée, donc je pourrais pas la ramasser. Donc ça veut dire que mon tour se terminerait, je défausserai mes cartes, et j'en piocherai 5. Hop. À ce moment-là, ça passerait à l'autre joueur, qui ferait activer son brigand qui l'attaquerait, et ensuite il pourrait l'attaquer avec ses cartes, et ainsi de suite. Donc, voilà, il y a une mécanique comme ça, et donc les cartes de loot qui arrivent comme ça. C'est-à-dire que les cartes de loot, une fois que tout le monde est éliminé, tous les brigands sont éliminés par exemple, on pourra avoir d'autres cartes de loot au milieu, et pourquoi pas une potion, ou un sort, ou peu importe. Et à ce moment-là, une fois qu'on a éliminé le dernier monstre, il nous reste un tour pour tout le monde, pour récupérer ce loot. Donc on pourra faire un tour normal que pour récupérer le loot. Et ensuite, le jeton, donc le premier joueur qui est récupéré par celui qui a tué le dernier monstre, quand ça reviendra à son tour, il aura donc une main de cartes, il pourra encore prendre du loot, par contre, il sera obligé, la deuxième fois que ça revient à lui, de prendre la prochaine carte aventure. Et donc de faire cette carte aventure avec les cartes qui lui restent après avoir récupéré du loot. Voilà pour la mécanique, grosso modo, du combat, et du loot, et de l'expérience. Hein. Donc c'est assez cool, et ça marche très bien, c'est-à-dire qu'on a une répartition des monstres qui se fait plutôt bien. En plus, c'est des petites cartes, c'est assez pratique. Et vous en avez un bon paquet. Hein. Il y a toutes celles-là. Et toutes celles-là en termes de monstres. Donc les monstres qui sont nombreux. Et puis là, ici, vous avez un peu des monstres uniques. Et si jamais on n'avait pas la carte du monstre qui se trouve ici, donc on a du tout classique, hein, du gobelin, de l'orque, du troll, du fantôme, du garde, du squelette, du brigand, du zombie. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs. Et si jamais le monstre n'était pas là-dedans, et que le chapitre du livre nous donne à combattre un monstre, on pourrait le retrouver là-dedans éventuellement. Alors ceux-là n'ont pas de loot au dos, mais ils nous donnent plus d'expérience quand on fait les combats. Donc il y a certains monstres qui vont avoir des défenses, certains monstres qui vont être immunisés à certaines attaques, certains monstres qu'il faudra avoir avec de la magie ou pas. Donc voilà, il y a différentes configurations de combat qui sont assez plaisantes à avoir. Je viens de voir que la Broadsword était quand même vachement cool, parce qu'elle donne un plus 5 sur l'attaque, mais pour la récupérer même lors d'un loot, il faut quand même avoir 80 pièces. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Donc, l'ossature du jeu, du jeu d'aventure là-dessus, elle va reposer hein, quand même sur ce cahier. Ah si, j'ai aussi... Ça, je ne les ai pas encore vus, je ne les ai pas encore utilisés. Mais il y a aussi certains scénarios qui feront de l'exploration dans du donjon. J'ai pas encore vu comment ça marchait. Mais voilà, vous avez ça en plus. C'est assez cool, c'est assez... La règle du jeu est pas bien foutue, franchement. Elle est... Alors c'est de l'italien traduit en anglais. Je pense pas que ce soit ça le problème. Hein. Je pense que le problème vient vraiment de l'organisation de cette règle qui est vraiment faite pour ceux qui connaissaient le jeu, je pense. Et on a l'impression qu'elle est bien organisée, elle commence bien. Mais voilà, c'est un peu tout condensé, trop... Ça son petit livret oblige, je trouve que c'est jamais pratique. Et puis, en fait, tout est expliqué, mais c'est un peu dans n'importe quel ordre, et c'est pas l'endroit où on le cherche, et puis parfois c'est vraiment planqué dans les paragraphes. Alors, grâce aux vidéos, parce que sur le forum, vous allez voir, et grâce au site aussi, parce que par contre, ils ont fait un bon boulot, c'est que sur leur site, il y a une fac, il y a les vidéos qui sont regroupées, et l'auteur a répondu à pas mal de questions quand même, qui étaient importantes. Et avec la vidéo, il répond quand même à pas mal de questions sur sa vidéo de démo du jeu coop. Alors c'est de l'italien avec des sous-titres en anglais, mais ça, moi j'ai réussi à avoir en fait les réponses à mes questions. Il m'en reste une ou deux, c'est de la confirmation plutôt qu'autre chose. Mais voilà, avec ces règles-là, avec ce truc-là, ça fait le taf. Donc c'est pas la meilleure des règles, mais on s'en sort quand même. Une fois qu'il y a 2-3 trucs qui sont clairs dans l'esprit, c'est notamment cette fin de tour où, en fait, normalement, quand on tue le dernier monstre, on récupère le first player, et à partir du joueur first player, on fait un tour où on va pouvoir faire du loot. Ensuite, tous les autres joueurs peuvent faire un tour de loot. Ensuite, ça revient au premier joueur qui peut refaire du loot, mais qui devra, avant la fin de son tour, prendre la prochaine carte aventure. Le truc, c'est que ça ne dit pas, est-ce que je termine mon tour avant de récupérer ce jeton premier joueur, histoire de pouvoir faire un loot avec les cartes que j'avais en main, avant de faire ce fameux premier tour de loot
qui était identique chez tout le monde. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui sont pas précisés. Mais sinon, ça va, il n'y a pas trop de soucis au niveau des monstres, des pouvoirs, il y a les mots-clés qui sont mis dedans. C'est pareil pour les pouvoirs des personnages qu'on peut débloquer ou les armes. Là-dessus, il n'y a pas trop de soucis sur les mots-clés, c'est plutôt bien expliqué. Et voilà, et je trouve que le jeu est plutôt sympa, difficile, je trouve quand même difficile. Là, j'avais entamé avant de faire cette vidéo une partie, je me trouvais plutôt pas mal, et je suis tombé sur une rencontre assez dégueulasse, je dois dire. C'est avec ces cartes-là. C'est qu'il y a un monstre où on récupère je vais vous l'expliquer, je vais vous dire pourquoi aussi ça peut être frustrant. L'Abyss Lord, que voilà. Donc ça, c'est une carte aventure. Sur les cartes aventure, s'il y a un effet, à chaque activation d'un personnage, on applique l'effet. Et là, l'application d'effet, c'était... Et là, il n'y en avait qu'un pour nous deux, d'Abyss Lord. D'ailleurs, c'est là que c'est chaud, parce que c'est un Abyss Lord pour 4 personnages, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien être à 4 pour l'affronter, et c'est pas la même chose. Là, à 2, c'est beaucoup plus chaud. Puisque donc, on retire 2 cartes, donc chaque personnage va retirer 2 cartes, et remove, ça veut dire qu'on les sort du jeu, c'est-à-dire qu'on les perd de notre deck. Donc là, on les choisit, donc souvent, c'est des coins qu'on peut faire partir, pas très grave. Mais ensuite, la carte monstre de l'Abyss Lord, donc là, tout à l'heure, il était sur mon clair, c'est qu'elle fait perdre 2 cartes, elle fait défausser, alors là c'est de la défausse, c'est pas pareil que retirer, mais elle fait défausser 2 cartes à mon personnage, au défenseur en fait. Ça veut dire que mon clair, à chaque fois qu'il était contre l'Abyss Lord, il avait qu'une seule carte, et il fallait espérer que ce soit l'arme, sinon il pouvait pas faire de dégâts. Donc c'était plutôt difficile, sachant qu'en plus l'Abyss Lord, il avait un D plus 5 de dégâts, que mon prêtre, il avait rien, il était en chaussettes, et qu'il avait presque plus de points de vie à cause des combats précédents. Parce que dans le jeu, il n'y a pas des moments où on vous dit vous regagnez tous vos points de vie. Faut tomber sur les potions, faut tomber sur les paragraphes où on va pouvoir récupérer de la vie ou avoir des potions. Donc ou de la nourriture. Mais c'est pas à tous les coins de rue. Donc voilà, lui il a martyrisé mon clerc, donc il l'a éliminé, et par contre la barbare a réussi à le toucher. A réussi à l'éliminer en 2-3 coups. Parce que du fait d'avoir une main qui était super réduite, j'avais plus que mes armes qui me traînaient et l'armure, j'ai réussi à aller faire du dégât rapidement. Mais ce qui fait que j'aurais pu continuer l'aventure, mais qu'avec ma barbare. Et j'étais à peine au début, j'ai fait quelques paragraphes, j'ai fait quelques trucs, mais j'avais l'impression que j'étais pas du tout, même pas au premier tiers de mon aventure, et j'aurais trouvé très difficile de devoir faire toute l'aventure après avec un seul personnage. Donc je me demande si la prochaine fois que je jouerai, je vais pas jouer avec 4 personnages carrément. Peut-être que c'est plus facile avec 4 personnages. Parce que pour ces cas-là, on arrondit au-dessus. Donc voilà que ce personnage-là, qu'on soit 1, 2, 3 ou 4, c'est pareil. Mais c'est plus facile de le gérer à 4 quand même. C'est plus facile. Donc voilà. Mais malgré tout, je trouve que c'est un jeu qui vaut le coup d'être essayé. Parce qu'il est vraiment différent de ce qu'on trouve ailleurs. Que ce soit le fait qu'on ait des mini-cartes pour les monstres, cette façon de créer du loot et de devoir quand même utiliser son deck pour récupérer le loot. Alors dans tous les autres jeux, le loot on le récupère et terminé. Le fait de faire son package et de devoir restreindre son deck à un moment, c'est aussi un peu nouveau. L'expérience est pas mal du tout. Et on avait vraiment une fiche de personnage avec des compétences plutôt intéressantes. Là, on peut prendre 2 items en plus dans son inventaire, parce qu'on est limité à 5 mini-cartes normalement. Qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut ces 3 cartes de votre main. Pendant votre tour, vous gagnez 4 d'intelligence, donc ça c'est pour les lanceurs de sorts. On peut crafter des items, parce qu'en fait, dans le jeu, vous allez pouvoir aussi récupérer... je sais pas, il y a marqué les ressources. Logs, Liver, Reptile Scale, Demon Skin, Dragon Scale. On peut récupérer des écailles de dragon. Et en fait, on peut créer des objets avec ça. Il y a une partie à la fin, je crois, qui vont permettre de dire on peut créer des objets avec ce qu'on a récupéré. Donc vous voyez qu'il y a plein de petits trucs quand même qui sont intéressants. Donc on va pouvoir créer une armure de cuir avec 2 pièces de cuir, et ainsi de suite. C'est plutôt pas mal quand même. Je trouve franchement que c'est plutôt pas mal. Le coup des montures qui peuvent être chevauchées par n'importe quoi, c'est cool aussi. Bref, il y a de quoi faire dans ce jeu. Mais il faut persévérer, c'est-à-dire qu'en fait il est pas accessible comme ça. Bon, déjà c'est uniquement en anglais. Le niveau d'anglais il est
Il y a plus simple, il est compréhensible, mais c'est comme du texte et de la lecture, donc c'est pas seulement les mots discard et draw, c'est un peu plus que ça, si on veut profiter du background. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Il y a le fait que l'on navigue comme ça, un peu à l'aveugle, entre différents lieux, qu'on va commencer à connaître, c'est assez cool aussi quand on recommence le jeu, parce que on se dit, tiens, cette fois je vais aller là, ou tiens, cette fois je vais passer par là, mais je sais ce que je dois faire avant. Je sais comment je dois me préparer, par exemple. Le truc très marrant aussi, c'est qu'il y a des chapitres, là je devais aller, j'ai croisé un meunier qui me dit que bah, son fils s'est blessé et donc il peut pas aller couper du bois pour faire du feu, machin. J'ai dit, ok, bah, je vais y aller. La bonne quête FedEx, on se dit, hein, ouais, je vais le couper le bois. Et en fait, on arrive le paragraphe de la forêt qui vous dit, bah, si vous avez une hache, vous faites tel paragraphe, sinon vous prenez un autre paragraphe. Bah oui, j'avais pas de hache dans mes decks de joueurs, j'avais pas de hache. Et j'ai quand même dit au mec que j'allais couper du bois, donc forcément, je suis con aussi d'avoir cru que j'allais pouvoir prendre du bois sans hache. Et du coup, c'est là qu'on a fait cette rencontre-là, donc c'est pour ça elle est frustrante, en me disant, bah oui, mais super difficile la rencontre. D'ailleurs, à la fin de la rencontre, j'ai pas trouvé de hache plus que ça, hein, parce que j'ai pas eu de loot, j'ai pas pu récupérer de hache dans ce qui m'a été proposé dans le loot des monstres. Mais si j'avais une hache avant, j'aurais pas eu à faire ces combats-là. Donc c'est pour ça que je dis que c'est frustrant, mais en même temps, bah, c'est le résultat de vos choix. Et en ça, c'est pas mal. Et en ça, c'est pas mal du tout. J'avais une rencontre avant, j'étais dans les mines des nains, et il y a une gestion de la torche qui est faite, qui est assez sympa. Plus, il y a 2 cartes qui sont des cartes où vous perdez. Alors, les cartes où on se perd, je pense que je me rappelle bien, c'est la 27, là, je me rappelle bien tout le temps. C'est Lost the Way. Et ça fait quoi? C'est que, bah, vous avez vu tout à l'heure, hein, j'ai une carte aventure. Quand je la passe, bah, je vais en tirer une autre, et ainsi de suite. Et bah, cette carte où on se perd, donc c'était dans les tunnels, donc c'est assez thématique, et bah, c'est simple, c'est que toutes les cartes qui n'étaient pas retirées du jeu, parce qu'on peut parfois, il peut y avoir une carte qui vous dit retirez cette carte aventure du jeu, toutes les cartes qui étaient donc que défaussées, donc celles que j'avais déjà passées, je les remélangais dans le deck, et hop, je repartais. Je me suis perdu, donc ça rallonge mon chemin dans les tunnels. Donc je trouve que c'est des petites trouvailles comme ça, qui n'ont l'air de rien, mais qui sont assez thématiques. Et parce que c'était un chemin, j'ai préféré le tunnel qu'un chemin tortueux à l'extérieur, mais sans savoir ce qui était le plus difficile. Sachant que dans les discussions que j'avais dans les chapitres du livre, certains disaient que c'était plus difficile par les tunnels, d'autres par l'extérieur, donc il fallait faire un choix. Et tout ça pour me retrouver devant un roi qui me parle de trucs, de fragments magiques que j'ai récupérés, et qu'il y avait d'autres fragments magiques à récupérer, et que dès que je les avais tous, je pouvais venir revoir le roi. Donc ça c'est pareil, c'est une quête que j'ai récupérée comme ça, sans trop savoir pourquoi j'avais chopé cette quête à cet instant-là. Donc vous avez ça. Dans les chapitres, vous avez aussi parfois de l'aléatoire, quand il vous dit bah, lancez un dé, puis vous suivez ce qu'on vous dit. Donc là, c'est quand même pas mal. Ce genre de truc, c'est jamais trop punitif, je trouve. Il se passe toujours quelque chose de différent, ce qui fait qu'on s'attend jamais trop. Le résultat du dé va pas vous faire dire... Alors j'ai l'impression quand même que les dés, plus le résultat est haut, mieux c'est, mais sans que ce soit complètement punitif quand c'est un résultat faible. Bref, et donc il y a plein de paragraphes où on vous dit est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça dans votre deck? Chez les marchands, est-ce que vous avez de quoi payer pour pouvoir vous acheter quelque chose? Donc c'est quand même pas mal. Donc je vous invite, hein, pour ceux qui seraient curieux, qui auraient envie de changer un peu de ce qui existe comme jeu d'aventure. En plus, ça se met quand même, une fois qu'on a fait les premières parties, ça se met rapidement en place. Le fait de faire les decks ici, je vous dis, les decks, on les reconnaît facilement. Si je vous les place comme ça, les nuggets, c'est doré et c'est entouré. Les potions, c'est en bleu. Les sorts, il n'y a pas de cadre. Les parchemins, de toute façon, c'est un dessin de parchemin et c'est en violet. Et les bières, parce qu'on peut boire des bières, justement, pour être bourré et être berserk, elles sont en blanc. Les cartes aventure avec une porte. Donc, tout se reconnaît très bien dans le jeu. Les mini-cartes, certaines avec des lettres, d'autres non. Tout est bien foutu. Tout est bien foutu, et une fois qu'on a passé les petits écueils de la règle, c'est vraiment fluide. C'est vraiment fluide et on se pose plus trop de questions de règles. C'est que vraiment, l'aventure s'emballe et on n'est plus qu'à lire le livre, à chercher ce qu'on va faire.
Parfois, on galère un petit peu dans le livre, on se dit, mais où est-ce que je vais aller? Là, je peux rien faire, là, je peux rien faire. Mais il y a toujours un petit passage où on va pouvoir avoir une rencontre, et on va améliorer son deck, son personnage, et ainsi de suite. J'ai pas encore trouvé la bonne formule. Est-ce qu'il faut que je... Parce que quand on loot, en fait, on a du choix. Quand on loot les monstres, on a quand même du choix. Et on a tendance à dire, je vais prendre des armes en plus, parce que c'est comme ce qui nous permet de faire des dégâts et nous débarrasser des monstres. Mais il y a peut-être... parfois, il faut peut-être plus s'orienter sur les potions ou sur les armures. Même si on n'en trouve pas toujours beaucoup. Parce que le loot, souvent, est mélangé. Il y a souvent une ou deux cartes du deck principal, avec plusieurs cartes, des parchemins, des potions. Donc les parchemins, par exemple, ma barbare, moi, elle s'en fout complètement. Donc les loots de ce type-là, elle n'était pas trop intéressée. Mais voilà. Voilà cette présentation que je vous ai faite de Village of Legends. Il y a un case dernièrement qui est sorti pour une 3e extension. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ça me parle. C'est un... Je ne sais même plus quel type C'est une nouvelle aventure. Il y aura un nouveau livre d'aventure, donc un nouveau... comme une 2e campagne en fait. Donc je pense que si ça vous intéresse, allez voir, il doit y avoir du Let's Pledge disponible, ou allez voir sur le site de l'éditeur si le jeu vous intéresse, ou en occasion, je sais pas s'il y en a qui le vendent en France. Ça peut être bien sympathique. Moi j'aime beaucoup le look, les looks des gobelins, ils sont quand même terribles ces gobelins. Franchement, j'aime beaucoup, je trouve vraiment que ça ressemble à du Dungeons & Dragons, mais en moins psyché, moins punk. Je sais pas d'autres descriptions, je le trouve vraiment bien. Même les brigands. Alors ce qui est bien, c'est que les brigands, vous voyez que vous avez plusieurs cartes de brigands. Alors ils n'ont pas tous les mêmes effets. Donc, c'est pour ça que moi, quand je les trie, en fait, je prends ceux qui sont derrière, et quand je les élimine, je les mets devant. J'ai même un brigand qui est comme ça. Alors les brigands, vous avez certains qui ont le mot pickpocket dessus. Ça veut dire qu'au début de votre tour, quand ils vous attaquent, avant de faire l'attaque, ils vous volent 2 cartes qu'on met en dessous de leur carte. Si on les élimine, les cartes, on peut les mettre dans notre défausse. Mais ils nous les ont volées. Et ils ont tous une tête un peu différente, les brigands. Ce qui est pas mal, je trouve, parce que ça change. C'est les mêmes brigands, il y a des effets différents, et en plus, ils ont une tête différente au niveau illustration. Et ça, j'aime bien. J'aime beaucoup ce truc-là. Ça permet de ne pas avoir toujours le même visage, la même carte qui revient tout le temps. On a pas mal de cartes pour les chauves-souris aussi. Je pense que les squelettes et les zombies, c'est la même chose. Vous voyez, pour les squelettes, j'aime beaucoup leurs illustrations aussi. Il y a de tout. Alors, eux, ils ont quasiment toujours le même effet. C'est un dé de dégâts, c'est quand même balèze. Mais avec des illustrations différentes. Donc voilà, il y a certains monstres qui vont en invoquer d'autres, qui peuvent invoquer des fantômes et ainsi de suite. Il y en a qui se régénèrent. Vous avez vraiment de tout, et c'est le bestiaire classique, c'est un bestiaire relativement classique, avec des illustrations plutôt originales, et un gameplay assez bien trouvé, je trouve, pour un deck building. Donc, je trouve qu'ils ont bien converti leur deck building en jeu d'aventure. Et en gardant leur mécanique, c'est quand même pas mal. Donc, il y a des dés pour les combats, on est sur du deck building, mais avec des dés pour lancer les dégâts. C'est pas mal aussi, parce que ça fait toujours ce petit effet d'attente et d'appréhension du dé et du résultat. Et parfois ça vous sauve la mise, parfois ça vous enfonce la tête. Et c'est le principe du lancer de dés. Donc c'était Village of Legends, avec l'extension The Reaper's End, qui transforme donc en jeu d'aventure. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.